Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Saison 3, épisode 45. Cette semaine, mon champion nous prouve qu'on attrape plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre. Et moi, je vous parle de John Dillinger, le criminel pour lequel le FBI fut fondé. Bonne émission! Nicolas! Marie-Ève! Épisode 45 déjà. Hey, ça fait un bout qu'on n'a pas enregistré. Explique pourquoi. À cause qu'on était malade durant le temps des fêtes. Et qu'on était malade. On a pris une résolution premier jour de l'an. Là. Ah oui? Ouais, de prendre l'avance sur les enregistrements. Oui, exactement. On était supposé tout enregistrer Genre d'avance. 16 épisodes là, pendant le temps des fêtes. Ah ouais, let's go, on a du temps. Mais j'ai frôlé la mort. Ouais, c'est ça. on a frôlé la mort tour après tour. Un après l'autre. Ouais. Après l'autre. En se demandant, cette fois, est-ce que c'est la fin? Ouais. Est-ce que c'est la fin de mon mari? Est-ce que c'est la fin de mon enfant? Est-ce que c'est la fin de ma vie? Tel un motocycliste là, au cirque là, qui tourne dans les espèces de tubes. Là. Oui. Ouais, on n'arrêtait plus. Parce Non. que c'était un après l'autre. À un moment donné, tu fais « Oh, comment je vais arrêter de ça? » Oui, est-ce que là, mettons, avant-hier, je crachais mes poumons. Avant-avant-hier, j'avais de la fièvre. Ouais. Aujourd'hui, je vomis. Là, quand un finit, l'autre commence. Et voilà, là, t'es comme « Ah, je pense qu'on est à... » Non, ça recommence. Achetons une autre bouteille de NyQuil. Ouais. Fait qu'on n'a pas trop de recommandations d'alcool aujourd'hui. Oh que non, qu'on n'a rien de ça parce qu'on a passé les fêtes sur le ginger ale. Et le néo-citran. Et le néo-citran. Donc, on prend 2 litres d'eau et on voilà, fait c'est notre à recette. ébullition. On met 14 pouches de néo-citran dedans, puis c'est ça. Ah oui, qu'est-ce que tu veux? On s'en fait pour la fin de semaine. Et c'est tout. C'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Fait que on n'a aucune recommandation sauf de prendre soin de vous. Oui. On souhaite que notre virus n'aille pas à personne. Non, On c'est souhaite qu'il ça. soit mort avec nous dans notre On maison. n'est pas vraiment sorti, fait qu'on a dû le garder. On n'a pas d'alcool, on n'a pas de recommandation d'alcool. On fait ça bien simple, mais on a un super champion. Oh ouais, c'est Oh. moi qui commence. Mais vas-y avec ton champion, j'ai hâte. Je comprends pas ton truc de mouche du de début. mouche, ouais, tu vas voir comment que ça rapporte le miel. Parfait. OK. Excellent, je t'écoute. Donc, je sais que toi, tu n'es pas une grande consommatrice de YouTube, mais tu sais, si nos auditeurs le sont un peu comme moi, et particulièrement en anglais, là, le côté américain, vous connaissez peut-être un peu les grands YouTube, là, les grands channels CoffeeZilla ou encore Megalag. C'est des espèces de journalistes qui ont vraiment plus d'ardeur journalistique là, que beaucoup d'autres channels qui... Ah ouais? Ouais. Et qui ont sorti dernièrement un scandale avec l'extension du navigateur Honey. OK. Je pense que je t'en avais déjà parlé il y a 1 an ou plus. Là. Fait que c'est ça, je vais rentrer, mettre le contexte. Toute cette semaine, mon champion est assez court parce que la compagnie n'a pas eu encore, ou en tout cas n'a pas eu de répercussions, ou tu sais, c'est juste des allégations dans le fond. Oui. C'est comme si quelqu'un a sorti ça, puis là, on attend un peu. Entre-temps, depuis que j'ai écrit ça et qu'on a enregistré, là, j'ai déjà vu d'autres channels YouTube qui ont dit « Ah, moi, tu sais, je vais poursuivre dans le fond la compagnie, tout ça, puis je vais tout t'expliquer c'est quoi le OK. lien Qu'est-ce avec ça. que Honey? Honey. On sait pas mal tout comment fonctionne. Ben, en fait, je vais t'expliquer aussi pourquoi le scam puis les influenceurs et tout ça. Fait on sait un peu comment ça fonctionne, les modèles d'affaires des influenceurs. Hein. Tu crées du contenu, tu crées une fanbase, une base de fans, et éventuellement, tu recrutes des sponsors. Oui. Donc, tu pousses tes marques, tu pousses la marque du sponsor pour comptabiliser le tout. Les auditeurs vont aller cliquer sur le lien sponsorisé Oui. qui t'identifie, dans le fond. Il y a tout le temps un lien avec une espèce de code pas comprenable, avec des chiffres et des lettres. Ben souvent, c'est comme le nom de l'influenceur, Ouais, c'est 20, ça. puis là, ça te donne 20%. Ouais, c'est ça. Quand c'est des codes de rabais, des Oui. fois, c'est des
des signes de « et », là, la pergliote. Ah, mon Dieu, j'ai aucune idée. Non. Puis, tu sais, ou un pourcentage, puis, Oui. tu sais, des chiffres, tout ça. Bon. Ce petit lien-là permet, dans le fond, à la compagnie de traquer d'où vient le trafic sur son site web. Oui, ben c'est pour savoir si ça a valu la peine de payer l'influenceur exact. 3 000 pour voir c'est quoi. Soit ça, ou des fois, ils sont payés au nombre aussi. Oui, ils sont payés au clic. Fait que là, à chaque fois... je sais que HelloFresh ou comment s'appelle l'autre, WeCook marche comme ça. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ou tu sais, Amazon, mettons, les affiliate links. Oui. Ben, dans le fond, tu sais, ça crée un cookie. Puis là, le monde... Amazon sait que la personne qui navigue sur son site Amazon, qui achète des affaires, est là à cause de tel lien d'affilié. Et envoie une cote à l'influenceur. Exact, c'est ça. Il y a quelques années, encore là, si vous étiez pas mal sur YouTube, côté anglophone, un des méga sponsors là, qui étaient sur les plus gros channels, là, les MrBeast, tout ça, c'était Honey. Si vous avez jamais entendu parler de Honey, c'est une extension qui s'ajoute à ton browser, là, Chrome, whatever, ou sur ton téléphone. Quand tu magasines en ligne, tu vas recevoir, dans le fond, il va comme popper là, quand tu es sur un site affilié, dans le fond, avec Honey. Puis, une fois que tu passes au cart, là, au guichet, dans le fond, au checkout, il va popper, puis il va te suggérer des codes de rabais. OK. Puis souvent, il va dire, ou des fois aussi, il va dire, tu sais, tel article, on l'a vu moins cher à tel endroit. Fait que tu vas l'acheter sur Walmart, tu vas l'acheter sur Amazon, tu sais. Fait que ça te permet de sauver de l'argent. C'est un no-brainer. Pour de vrai, tu installes ça, puis à chaque fois que tu vas magasiner en ligne tes crocs ou tes bobettes ou n'importe quoi, il fait comme, j'ai des codes de rabais. Ou, tu sais, je l'ai déjà vu l'année passée, au mois de mai, il était en rabais 25%, peut-être tu devrais attendre. T'sais. OK. T'as-tu déjà eu ça, toi? Ouais, je l'avais. Il y a Rakuten aussi là, qui fonctionne un petit peu comme ça. Puis, depuis aussi, ils ont rajouté du Honey Gold, là, qu'ils appellent. Donc, tu sais, quand tu achètes des affaires en lien avec en utilisant l'application sur des sites qui sont affiliés, ils te donnent, c'est comme une carte de privilège, là, une carte de points. Ah, OK. Fait qu'ils te donnent aussi un pourcentage de remise en argent. OK. Moi, j'utilise Rakuten, là, généralement, c'est quand même plus avantageux. On pourrait mettre mon lien affilié. Ben, ils font des Rakuten, ils sponsorent certains de mes podcasts. Ah oui? Oui. Bon. Tu vois, ben, c'est le même genre de fonctionnement un peu que Honey. Fait que à voir si Rakuten fonctionne comme Honey. Là. Ouais. je vais pas me faire poursuivre. Honey s'occupe aussi de te trouver, c'est ça, des coupons qui fonctionnent pour différents sites. Fait que tu n'es pas obligé d'aller sur Google faire comme coupon 20-25 janvier, Walmart, Canada. Là, pour essayer de trouver des affaires. Tu tombes sur un site louche qui te fait cliquer sur 3 liens avec des publicités avant de te mettre des coupons qui finalement ne marchent pas. Là. Fait que Honey te propose des coupons. Fait que c'est super pratique, c'est un no-brainer. Le modèle d'affaires de Honey, lui, est simple également. Fait qu'eux autres, ils reçoivent un pourcentage des ventes qui ont été générées par le biais de leur extension. En passant, en 2019, PayPal avait fait l'acquisition de Honey. Fait que Honey, ça appartient à PayPal. Okay. Et selon les sites de statistiques du web, que je ne sais pas si c'était exactement la bonne affaire ou si c'est toujours accurate en 2024-2025, mais le nombre de visites par jour en moyenne atteint les 20 millions. Oh mon Dieu, c'est gros. C'est comme s'il y aurait 20 millions d'utilisateurs par jour qui utilisent Honey. T'sais. Et là vient le scam qui vient d'être découvert par les YouTubers Megalag en passant. Megalag. Ouais, il s'appelle Megalag. Megalag. Je me suis abonné à ça depuis qu'on a commencé le podcast parce que souvent, ils sortent des scams ou des affaires dans un. Fait que ça fait des bonnes sources des fois ou ça donne des bonnes idées. C'est comme un enquête. Exact. Américain. Du web. Des vigilantes. J.E. C'est J.E. C'est J.E. mais sans le gars qui va tout le temps parler à des motards. Ah oui, Félix Séguin. Ah, Félix Séguin. Il était écœurant, je l'adore. Donc, comme on disait, des tonnes d'influenceurs ont promu l'application Honey, ce qui leur a permis d'être adopté par des dizaines de millions d'usagers assez rapidement. Et d'être payés, calvaire. Oui, ben les influenceurs, eux autres, ils ont été payés par Honey. En plus, c'est ça, pour avoir promu ça. Il faut être payé. Puis, les influenceurs ont passé à autre chose quand Honey a cessé de sponsoriser les chaînes parce qu'à un moment donné, tu fais une grosse campagne, là, on en parle, ils voient, je suis rendu à 20, 30, 40, 50 millions d'utilisateurs. OK, ben je vais arrêter de payer genre MrBeast pour ça. Je pense que j'ai assez de
de bouche à oreille, puis tu sais, mon application en sort numéro 1 dans toutes les applications partout. Oui. Ce qu'ils ne savaient pas, par contre, les influenceurs, c'est que lorsqu'un des abonnés qui a installé Honey clique sur un lien affilié pour n'importe quel autre produit que l'influenceur pousse, le lien affilié qui permet au sponsor de savoir que le client a acheté un produit, eh bien, Honey, l'extension installée sur ton navigateur, regarde si le site fait partie des 30 000 partenaires qui sont affiliés avec Honey. OK. Puis, Honey va te proposer de scanner s'il y a un coupon rabais disponible. Oui. Et là, la cote ne va plus à l'influenceur. Et là, c'est ça. Qu'il y ait un coupon ou non, parce que je l'ai utilisé puis je l'ai enlevé, Honey, parce qu'à un moment donné, j'étais tanné de checker s'il y a des coupons puis il n'y en a jamais. Ah, finalement, OK. Honey, lui, s'occupe de modifier ton lien affilié dans les cookies. Donc, le lien ou l'affiliation vient d'être perdue avec le YouTuber qui a, mettons, poussé des produits informatiques là, pour t'acheter un ordinateur, whatever. Puis, ça devient Honey qui a poussé. Dans le fond, le lien affilié devient celui de Honey par défaut. OK. Là, mettons qu'on prend un exemple. Moi, je suis l'influenceuse Maman Caféine. Ouais. Maman Caféine, elle me dit « Hey, vous devriez installer Honey. » Ouais. Fait que là, je fais « OK, parfait, j'installe Honey. Ça me donne des coupons et tout. » Sauf que Maman Caféine fait aussi « Tu devrais aller chercher ma crème de jour sur Amazon. » Ouais. Et là, moi, j'ai le goût d'aller chercher sa crème de jour sur Amazon. Exact. En ayant Honey, elle a reçu une commission parce que j'ai pris Honey. Mais elle ne recevra pas sa commission de crème de jour. En fait, Honey, il a peut-être donné 10 000 $. Pour parler de Honey. C'est un one-shot. Ouais, c'est des one-shots. C'est comme une pub. Puis là, toi, t'es une fan de Maman Caféine. Fait que t'installes ça sur ton browser. Puis t'es contente de sauver de l'argent quand tu vas acheter des affaires. Oui. Puis là, après ça, elle te pousse, c'est ça, son produit qui est un lien affilié Amazon. Donc là, Amazon, je ne sais pas si ça fonctionne, là, mais dans l'exemple, c'est correct. Là. Donc là, tu vas sur Amazon avec son lien affilié. Honey pop, il fait comme « Allô, je pense que j'ai un coupon rabais pour toi. Est-ce que tu veux vérifier? » Tu fais « Oui. » Là, lui, en arrière, dans la programmation, dans les cookies de ton browser, tu le vois pas, là, mais lui, il va enlever le nom de Maman Caféine, là, le pourcentage étoile A majuscule J7D, son code à elle. Il va enlever ça, puis il met le lien. Ce qui veut dire que les influenceurs devaient avoir quand même beaucoup de commissions de leurs liens affiliés. Ouais. Fais une publicité pour Honey et là, oups, c'est bien bizarre, j'en ai beaucoup moins. Exact. Tu perds tout le reste de ta business à cause que Honey t'a donné un X montant d'argent pour faire une publicité. Puis ça, c'était-tu dans le contrat? Ben là, je suis pas allé si loin que ça. Là. Probablement pas. Là. D'après moi, c'est plus insinueux que ça. Là. C'est plus insinueux que ça. Parce que ça se pourrait, là. Tu sais, les influenceurs, là, c'est difficile parce que c'est nouveau comme travail. Mm-hmm. Fait que les contrats, peut-être que c'était écrit dans le contrat puis que les influenceurs ont mal lu, pas lu. Peut-être pas non plus. Je pense pas parce que c'est ça. Ce que j'ai vu dernièrement, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui ils font un petit vidéo là, parmi tout le reste des autres vidéos. Ils sont comme « Oh, je pense que je vais poursuivre Honey. » parce que là, ils ont leurs statistiques. Ils savent que, je sais pas moi, ils faisaient 20 000 $ par mois avec leur lien affilié. Puis là, à un moment donné, ça tombe à 5 000. Ben voilà. Parce que c'est pas tout le monde qui a Honey, mais quand même. Puis t'es même pas obligé de checker, je pense, si t'as un coupon ou n'importe quoi. Là, automatiquement, dès que tu vas sur un site, il allait mettre sa référence. Puis ça se peut que tu n'as même pas utilisé Honey pour aller voir. Tu es allé sur Google, tu as cherché un site, tu vas sur le site, puis lui, automatiquement, il met son lien affilié. Fait automatiquement, les millions et millions de personnes donnaient des références gratuites, dans le fond, comme si c'était Honey. Là. Puis en fait, tu pouvais juste avoir Honey, pas à cause, mettons, dans mon exemple, de Maman Caféine. T'as Honey parce que toi, tu sais, c'est ça. Puis là, tous les autres liens de n'importe quel autre influenceur ne fonctionnent plus. C'est dégueulasse. Ouais, c'est vraiment rare. Je m'étais écrit un exemple aussi, là, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, là, quand on était jeunes et à Fringant, on était allé chez Bricks, je pense, pour acheter des meubles. Oui. Puis on a passé comme toute la journée avec le vendeur. Oui. Puis on a acheté comme 2 bureaux d'ordinateur, 2 chaises, un sofa, laveuse, sécheuse. On venait d'acheter un condo, là. Ouais. On avait 20 ans, puis on a payé ça sur 6 ans. Là. Ouais. C'est comme si tu passes toute la journée avec le vendeur, il te convainc d'acheter toutes ces affaires-là. Là, il te donne sa carte, puis il dit « OK, passe à la caisse en avant, puis elle va te faire le bill. »
Puis là, avant d'arriver à la caisse, il y a un autre vendeur qui passait et faisait comme « Ah, tu sais, aujourd'hui, c'est peut-être ta journée chanceuse. On va tourner la roue, voir si t'as un coupon rabais. » Il tourne la roue, puis là, t'as rien. Puis là, il t'amène à la caisse, il donne sa carte de vente à la caissière ou whatever, puis elle fait tout le bill sur ça, comme si c'était lui qui avait fait, tu sais. Puis c'est tout lui qui a la commission, mais il n'a rien fait. Tout à fait. C'était exactement ça. Fait que c'était ça mon champion de la semaine. Donc, il va y avoir beaucoup de poursuites. Ben, c'est ça, là. Dans mes notes, j'ai marqué au moment où j'enregistre l'émission, il n'y a pas beaucoup de développement. Je pense qu'il commence à en avoir, là. Oui. Il y a un autre channel que je suis qui c'est comme un avocat, tu sais. Puis lui, souvent, il parle des affaires un peu plus intenses, puis, tu sais, des libérés là, de justice, puis des affaires de même. Puis lui, dernièrement, je l'ai vu popper, là. Je l'ai mis à écouter plus tard, là, mais lui, il avait vraiment l'intention de faire un poursuivre, ouais. Puis c'est des gros channels, là, tu sais, quand je dis MrBeast ou Linus Tech Tip ou des affaires de même, là, c'est des affaires qui ont des dizaines de millions d'abonnés. Fait que, tu sais, ils ont dû quand même se faire payer cher par Oni parce qu'il y avait beaucoup d'abonnés, mais effectivement, tu sais, des Linus Tech Tip. MrBeast, je sais pas, là, il y a sûrement de la marchandise, mais ça doit être sa marchandise à lui. Mais tu sais, un Linus Tech Tip, lui, c'est des affaires d'ordinateur. Fait que sa business, tu sais, à part, il vend des backpacks puis il vend des chandails, là, mais sinon, c'est. T'sais, je fais un review de cette carte vidéo, puis je mets mon lien, puis c'est comme ça qu'il fait la majorité de ses revenus. Là. Donc. Ben oui, puis en plus, électronique, mettons, sur Amazon, la commission est plus élevée. Ouais, c'est comme ça. 20% au lieu de 9% pour d'autres choses. C'est fait ça. Que, non, c'est des grosses pertes, là. Ouais, des grosses pertes. Fait que, c'est ça. Fait que si vous avez l'application encore, à vous de décider si vous la gardez ou non. Là, vérifiez si ça vous a vraiment fait sauver de l'argent. Là, mais... Oui, parce que le problème, c'est pour tous les liens affiliés, mais pour le consommateur, c'est pas une question de vol de données ou, non, c'est ça. C'est vraiment qu'ils étaient croches par rapport à ceux qui faisaient la pub pour eux autres. C'est ça. L'utilisateur final, c'est pas vraiment une victime, parce que toi, tu vas finir par sauver de l'argent. Tu vas finir par avoir aussi l'argent du cashback. Là, oui. Ce qui est vraiment minime. Là, j'ai vu, là, puis en tout cas, dans leur contrat à Oni avec les marchands, fait que mettons chez Croc, oui. Ben, eux autres, ils prennent genre 10% de commission ou 5%, je sais pas trop quoi, sur leur lien affilié à eux. Fait que quand c'est Oni qui a la business, qui donne à Croc, ils demandent un 5%. Oui. Mais en cashback, ils donnent comme même pas 1%. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ils volent des références d'un influenceur pour prendre le 5%, puis pour annoncer leur programme de cashback, ils donnent comme 1 ou 0,5%. Ben écoute, c'est un modèle d'affaires. Ben là, ils vont se faire poursuivre, mais dans le sens que... Ouais, ça a marché longtemps. Là, s'ils ont mis leur argent de côté puis ils ont fait des intérêts où ils avaient acheté du Bitcoin il y a 10 ans, non, mais c'est parce que s'ils étaient capables de payer MrBeast 500 000 $ pour une pub... C'est entre autres parce qu'ils en faisaient beaucoup trop parce qu'ils étaient croches, là. Ouais, probablement. Ou ils ont tout misé là-dessus aussi, tu sais. Oui. Quand tu es une start-up, des fois, ben, tu mets 100 000 $ sur ton développement informatique puis 500 000 sur ton marketing. Oui, tout à fait. Ben, on vous rappelle que c'est des allégations jusqu'à maintenant, donc Mais je pense que ça a été prouvé, là, parce que le monde a fait le test. Là. Tu peux regarder toi-même. Là, tu fais F12 sur ton browser, tu vois le contenu de tes cookies, mais il faut que tu sois... Mais tant qu'ils sont pas coupables, tu sais. Mais sous toute réserve, là, mais ça regarde pas bien. Non, ça regarde pas bien. Bon. Merci beaucoup pour ce champion. Ça fait plaisir. Et toi, ton code FBI, oui, ça m'intrigue pas mal. Oui. Est-ce que tu as déjà entendu parler de John Dillinger? Ben, c'est ça, tantôt, en imprimant le cas. Oui, hein? J'ai vu ça, puis ça me dit de quoi, puis ça me dit pas de quoi parce que j'ai fait des recherches tant que ça, c'est plus côté cinématographique que me semble ça me dit de quoi, ou genre de true crime ou des documentaires, là, mais vas-y. Ben, c'est ça, en fait, c'est l'histoire, la vraie histoire du film Public Enemies avec Johnny Depp. OK. Dans le rôle de Dillinger. Dillinger. Moi, depuis tantôt, je disais Dillinger. C'est quoi son prénom? Johnny. Johnny, je pense. Oui. Johnny. OK, Johnny. Johnny Dillinger. Ouais, c'est ça. Là, tu dis c'est à cause de lui qu'ils ont parti le FBI. Moi, je pensais que c'était soit Al Capone ou avant ça, genre Clyde, là, Bonnie and Clyde. C'est tout dans les mêmes années. Ouais, exactement. C'est ça, hein? Oui, c'est tout exactement dans les mêmes années. Bonnie and Clyde. Parce qu'il y avait un autre film, là, Les Incorruptibles. OK. Où ce que, justement, il était pas capable
la police était juste pas capable d'arrêter ces gros mafiosos-là ou ces gros bandits-là parce qu'il y avait trop d'argent puis ils payaient. Puis là, c'est les incorruptibles. Hein? C'est ce que j'avais dit, hein? Pas incorruptibles. Non, incorruptibles. Puis ils ont trouvé, c'est ça, du monde. Puis c'était un de ces personnes-là, c'était le fondateur du FBI. Puis c'était du monde qui était incorruptible, donc qu'on pouvait pas les acheter. Et c'était les bonnes personnes pour arrêter ces bandits-là. Oui, bien, c'est dans le temps de la récession, 1930, 1935. La prohibition. Oui, la prohibition. Et c'est dans le temps aussi que les criminels étaient comme des espèces de légendes. Les gens les aimaient. Ils passaient pour des Robins des Bois, presque, alors qu'ils tuaient du monde et volaient des banques. Là. Et ils tuaient des policiers, des fois. Mais ils passaient comme des espèces de légendes. Souvent, les hommes étaient beaux, étaient bien habillés. Et des belles voitures. Des belles voitures. Fait que dans l'esprit collectif, là, écoute, je le dis à la fin, là, mais quand il est décédé, Johnny Dillinger, il y a eu 15 000 personnes qui sont allées voir son corps. Ah ouais? Oui, c'était quasiment 36 heures d'exposition. C'était comme un événement. Là, donc, c'est comme des folk heroes, là, des héros de folklore. Là. Oui. Ça devient de l'histoire. C'est ça. Donc, c'est dans ces années-là. Et Bonnie and Clyde étaient vraiment presque en même temps. Donc, oui, c'est ça. La légende dit que c'est à cause de lui, Johnny Dillinger, qu'ils ont fait le FBI. C'est discutable, bien honnêtement. Ouais. Il y avait une autre organisation criminelle américaine qui s'occupait quand même, mais ils ont vraiment voulu faire un autre département qui s'occupait vraiment du crime, des crimes graves. Ouais, interne. Interne, ouais, exactement. Donc, tu sais, il n'y avait pas rien avant le FBI. Mais c'était local, en fait. Le FBI, c'est fédéral. Fait que ça devient, comme au Canada, là, c'est le pays au complet. Voilà. Donc, avant chaque municipalité, puis, tu sais, on voyait ça. Je pense pas que ça fait ça ici, là, mais tu sais, quand tu passais une ligne d'État, puis là, la police arrêtait de te poursuivre. Ah oui! Tu sais, des Bonnie and Clyde faisaient ça. Tu sais, c'est comme si tu partais, tu faisais un vol à Montréal-Nord, puis là, tu traversais le pont à Laval, puis là, la police avait comme « Oh, Colin, je l'ai manqué! » Puis là, tu sais, ils pouvaient même pas appeler la police de Laval, parce que la police de Laval faisait comme « Ben là, je m'en fous, le vol, c'est pas fait chez nous, tu sais. » Tandis que là, quand il y a des affaires comme Bonnie and Clyde qui faisaient d'État en État des vols, à un moment donné, ils ont fait « OK, là, faut que je centralise une force de police. » là. Oui, parce que sans ordinateur, c'est dur de garder une trace de qui est recherché, qui est mort. Est-ce que les braquages de banque sont similaires? Dans le fond, si tu n'as pas de fichier centralisé, parce que les ordinateurs n'existaient pas. Non, c'est ça. Si tu n'as pas de personnes qui regroupent toutes les informations d'État en État, ben tu le sais pas que les braquages sont similaires d'État en État. Tout à fait. Donc, ça devait être tellement plus facile d'être un bandit ou un criminel dans le temps. Ah oui, écoute, il s'en est passé des choses. Je commence. Le 22 juillet 1934, vers 20h30, un homme et deux femmes entrent au Biograph Theater, un cinéma situé à Chicago, dans le quartier Lincoln Park. Les trois amis sont étroitement surveillés par les agents fédéraux qui ne les lâchent pas des yeux. Attends, le quartier Lincoln Park? Oui! Lincoln. Eh bien. Lincoln Park, oui. En fait, les agents fédéraux sont si peu subtils dans leur surveillance que le gérant du cinéma, qui fait sa ronde, est convaincu que ces agents fédéraux sont des malfaiteurs en train de planifier un crime. Ah ouais? Fait que même le gars du cinéma, il a fait « Ils ont bien l'air sauce. » On appelle donc la police de Chicago qui se rend sur place alors qu'il y a déjà des agents qui surveillent les criminels. La police de Chicago accoste donc les agents fédéraux qui, quelque peu insultés, les envoient cavalièrement à leur quartier général, les avisant qu'ils sont sur un coup important surveillant un criminel notoire. Ils sont comme, on est déjà de la police, scram. Ouais, c'est ça. Ben, t'es-tu vraiment de la police? Oh, que oui. Oui, encore plus que toi. Oui, encore plus que toi. Lorsque le film se termine, parce que nos trois acolytes sont vraisemblablement en train d'écouter un film, lorsque le film se termine, l'agent Purvis
en charge de cette affaire, attend à l'extérieur, surveillant la sortie du trio. En fait, c'est principalement l'homme qui les intéresse, un certain John Dillinger. Dès que John Dillinger s'approche de la sortie du cinéma, l'agent Purvis s'allume un cigare comme un signal pour ses collègues postés dans le secteur. Ah, c'est bon, ça. Oui. Peinard. Ben ouais, c'est ça. Aujourd'hui, t'allumerais une cigarette, le monde ferait comme « Ben voyons donc! » C'est louche. T'es pas à 9 mètres de la porte. Mais dans ce temps-là, c'était Ouais, c'est ça. tout à fait normal. En fait, c'était louche qui l'allume dehors et non pas en dedans. Oui. Pourquoi t'es allé dehors? Ouais, c'est ça. Tous regardent John Dillinger sortir du théâtre en fixant l'agent Purvis directement dans les yeux. Dillinger n'en est pas à son premier rodéo. Il comprend qu'il est traqué. Rapidement, il s'engouffre dans une ruelle, poursuivi par 3 agents, qui tireront 6 coups de feu en sa direction. 4 balles atteindront leur cible. John Dillinger s'effondrera face contre sol. Bien que la mort de John Dillinger soit évidente, une ambulance est appelée sur les lieux et son décès est prononcé à l'Alexian Brother Hospital. Eh ben, je pensais que tu disais que ton cas était long aujourd'hui. C'est fait. 4 minutes, c'est fini. C'est fini. Bien que John Dillinger soit un bandit reconnu, les passants viennent sur le lieu de sa mort pour tremper des mouchoirs et des bouts d'étoffe dans la mare de sang laissée par la fusillade. Ça, c'est fou, ça. En guise de souvenir. C'est dégueulasse. Je sais. Ben, tu sais, j'écoutais Charles Beauchesne, puis il y a un épisode sur Bonnie and Clyde, c'est ça qu'il disait, ouais, à la fin, le monde, il s'arrachait. Je pense que c'est genre le corbillard ou je sais pas trop quoi, il fallait qu'il soit comme gardé parce que le monde arrachait des bouts de linge, tu sais, s'il pouvait couper un doigt, il aurait coupé juste pour avoir comme des mémorabilia. C'est comment qu'on dit ça? Mémorabilia, c'est comme un souvenir horrible? Non, je sais pas, je pense que c'est un mot anglais. Ouais. Ah ouais. Et comme je disais, plus de 15 000 personnes viendront voir le corps de John Dillinger durant les 36 heures d'exposition et on effectuera 4 moules de son visage. Qui était comme une manière de garder un souvenir. Ah ouais. Ouais, c'est comme des masques, je ne sais pas si c'est en argile, en plâtre, je pense. OK. Dont l'un est toujours disponible en exposition au Alcatraz East Museum. Eh bien. Oui. Wow. Mais qui est John Dillinger? Ben ouais, c'est ça. Qui semble tant fasciner le peuple. Et non, mon cas n'est pas fini, OK? OK, c'est bon. J'essaye pas. John Dillinger est né le 22 juin 1903 en Indiana. Son père, John Wilson Dillinger, est connu pour être sévère et strict. Sa mère, Mary Ellen Molly Lancaster, décéda quand le petit John n'avait que 4 ans. C'est quoi une des caractéristiques des psychopathes? Ah, ils tuent des animaux. Ils tuent des animaux, mais aussi, habituellement, ils ont perdu un parent. Ah, OK. Oui, souvent père manquant. Ouais. Père absent, mais là, il a perdu sa maman. Les Dillinger n'avaient que 2 enfants lors du décès de Molly, mais la sœur aînée du petit John se maria dans la même année et prit soin de son jeune frère quelques années, le temps que leur père se remarie 5 ans plus tard. Parce que là, si t'es un homme tout seul, tu t'occupes pas de ton enfant. Non, c'est ça. Wow! J'ai dit wow. Tu bois, tu fumes. Tu t'essaies de trouver une autre femme au plus maudit. C'est ça. Pour qu'elle s'occupe de tes enfants. Ouais, pour que tu puisses retourner boire et fumer. Voilà. Là, tu commences pas à t'occuper d'un enfant. Là. Mais non. Wow! Ça n'existe pas, là, potoparental. C'est juste monoparental. C'est ça. Pour mère. John Dillinger est un adolescent qui aimait se mettre dans le trouble. Il était bagarreur et arrogant, aimant même harceler les plus petits que lui. John quitta l'école assez tôt pour travailler dans une usine. Son père Son père, convaincu que la ville avait une mauvaise influence sur son fils John et ayant maintenant, avec sa nouvelle femme, 3 autres enfants. Tu venais avec ou il y en a eu des nouveaux? Non, des nouveaux. Ah, OK. Des nouveaux parce qu'il y avait juste John et sa sœur du premier mariage. Et là, il y avait 3 autres enfants avec sa nouvelle femme, Lizzie. Son père décida de relocaliser sa petite famille à la campagne, plus précisément à Morrisville. Coûte moins cher aussi. Effectivement. Une maison pour 4 enfants à campagne. Oui. Moins payé qu'en ville. Ben, il y a l'étable. Tu peux en mettre une coupe dans l'étable. C'est vrai. Voilà, c'est réglé. Dors avec l'âne. On sait qu'est-ce que ça fait. Quand tu dors avec l'âne. Oui. Ouais. La chaleur. On parle encore, toi, de 2000 ans plus tard. Exactement. Arrête pour ça. Donc, il partit à Morrisville, en Indiana, convaincu que cela calmerait les ardeurs de son aîné, ce qui ne fut pas le cas. Non.
En 1922, à l'âge de 19 ans, John fut arrêté pour vol de voiture et la relation avec son père en prit un coup. En 1923, ses démêlés avec la justice l'amenèrent à s'enrôler dans la marine parce que Dieu sait que quand tu étais dans le trouble, il te mettait dans l'armée. Ouais. Il t'aime ça, tirer du monde dans l'armée. Ouais, c'est ça. Ben, ça apprenait la discipline, I guess. Voilà. Maintenant que tu fais ton lit, tu es une bonne personne. C'est ça. Mais John déserta son unité quelques mois plus tard lorsque le navire dans lequel il prenait place accosta à Boston. Ah. Voilà. C'est-tu de l'allure, ça? Ben oui. Y a-tu une rivière à Boston? À Boston, c'est une ville côtière. Ah, phew. Ouais. J'étais comme, y a-tu de l'eau à Boston? Ouais, il y a beaucoup d'eau. Bon. Ouais. Bonne nouvelle. Parce que c'était dans mon cas. Hey, le port de Boston, allô? Hey, Boston Tea Party, non? Je vais à Boston plusieurs fois par année et j'en ai aucune idée. C'est très historiquement relié. Ah, le Boston Tea Party. Ouais. Oui, tout à fait. C'est un des ports majeurs. Peut-être New York maintenant est beaucoup plus gros, là, mais historiquement... Fais attention parce que tu as un petit peu d'arrogance dans ton regard. Ouais, mais là, fait 2-3 fois tu dis des niaiseries. C'est vrai, hein? Ah oui, il y a un port à Boston. Oh là non, là! Je te niaise. Je sais. Donc, John a déserté. Il retourne près de son père à Mooresville, où il tenta de mener une vie rangée. OK, il essaye. Il se maria à Beryl Ethel Obvious. Ouais. C'est sûr? Beryl Sérieux? Ethel Obvious avec un H. Ethel Obvious. OK, pas Obvious. Non. Ethel Obvious, oui. Beryl Ethel Obvious. OK. Et tenta de se trouver un emploi, ce qui fut difficile. C'est quoi tes expériences? Gosser du monde à l'école. Puis... Marié avec une fille qui a un drôle de nom. Oui, et déserter la marine. Ouais. C'est pas bon dans un CV. Non, c'est ça. Mais c'est pas... c'est pas hot. Ouais. Il commença alors à planifier un vol avec un de ses amis qui s'appelle Ed Singleton, un ex-détenu. OK. C'est avec peu d'ambition que John et Ed commirent un cambriolage de l'épicerie de la ville. Non, mais ça commence de même. Voilà. Durant le cambriolage, John menaça les employés avec une arme déchargée, mais en frappa tout de même un sur la tête avec un boulon mécanique enroulé dans un linge. Wow. Un gros boulon, là, d'après moi. Ouais, c'est ça. Pas un petit boulon de ton lit Ikea. Là. Non, c'est ça, un gros Du boulon. coup, ça doit faire mal pareil. Écoute. Dans une telle oreiller. Mais quand que le gars te menace avec un gun, mais qui te fait mal avec un boulon, ça doit être parce que le gun n'y est pas chargé. Ouais, ou que vous voulez pas faire de bruit. Ah oui, t'as raison. Je donnerais pareil. Là. Ouais. Je donnerais l'argent pareil. Les deux hommes ne réussirent qu'à s'emparer de 50 $, une somme qui équivaut à comme 1000 $. Ouais, c'est ça. C'est quand même pas si mal. Pas super. Il aurait dû partir avec de la bouffe. Je ne crois pas. Mais ça vaudrait au moins 6 000 aujourd'hui. Genre 4-5 tomates, un pied de laitue, puis une canne de chef boyardier. Voilà. C'est bien plus que 50 $. C'est vrai. C'est vrai. Des tomates. Ouais. Des tomates, c'est tellement cher. C'est exact. Ça n'a pas de sens. Mais les deux hommes étant dans leur village, hein, ils furent vite reconnus et attrapés. Ah ouais? Oui. Ils s'étaient même pas mis de masque? Ça a l'air que non. Ouais. Pourtant, ils en ont fait un. Quand il est mort. Quand il est mort. Pas tout de suite. Non? Non. OK. Faites un masque de sa face. Pour voler. On me reconnaîtra pas. Pour voler. Ouais, c'est ça. Ed, l'acolyte de John, va plaider non coupable. Mais le père de John voulut aider son fils en tentant de plaider sa cause auprès du procureur de Mooresville. En effet, le père de John était diacre à Mooresville et pensait avoir un certain pouvoir dans la communauté. Après sa petite conversation avec le procureur, John père convainquit son fils de confesser son crime et de plaider coupable, sans avocat de la défense, en espérant attirer la clémence de la justice et de s'en tirer avec une simple probation. En gros, il a dit « Hey, là, j'ai parlé au procureur, là, tu sais, il dit que t'es coupable, puis c'est sûr que ça va bien aller. Je suis diacre. »
Ouais, c'est ça. T'es le fils du diacre. Voilà. Ça a sûrement plus d'influence avant qu'aujourd'hui. Mais ce ne fut pas le cas parce qu'il a été reconnu coupable d'assaut, de vol et de conspiration en vue de commettre un vol et il en prit pour de 10 à 20 ans de prison. Wow, quand même. Oui, voyant même son appel rejeté. Pour une coupe de tomates puis un coup d'écrou. Oui. 10 ans, c'est beaucoup. 10 à 20 ans. C'est donc à l'Indiana State Prison que John Dillinger développa sa passion pour le crime. Ben là, c'est ça. Quelle belle école du crime, hein? On le dit toujours. Oui. La prison, tu rentres là innocent et tu sors... Criminal. Un vrai criminel. Gangster. Endurci. Voilà. Avec des contacts. Let's do this, gangster. Il affirma même en début de sa peine... I will be the meanest bastard you ever saw when I get out of here. Ça ressemble beaucoup à l'histoire de Bonnie and Clyde. Là. Ah oui? Ouais. Ah, ben non, c'est... Il fait des petits crimes, puis il se fait pogner parce qu'il est niaiseux, puis il va à prison, puis il se fait des contacts, puis... Ouais, mais c'est parce que ces gens-là, c'est pas des tatas, puis quand ils s'appliquent à faire de quoi, mais là, dans leur cas, c'est devenir un criminel. Ouais, exact, c'est ça. Ils deviennent bons. Ouais. Mais tu sais, s'il s'était appliqué à être un homme d'affaires respectable, ouais, c'est ça. Ben peut-être qu'il serait devenu très bon aussi. Ouais, des overachievers. Et voilà, c'est des overachievers, mais juste dans le dark side. Ouais. Fun fact, il rentra à la prison avec une gonorrhée. Et cela avant même la commercialisation de la pénicilline. La pénicilline est arrivée plus tard que 1900... est arrivée comme en 34, je pense. Ouais. Et on est un peu avant. Le traitement de cette infection était très, très, très douloureux et consistait en une espèce de chimiothérapie par intraveineuse hyper douloureuse. Et en prison en plus. Oui, qui avait des effets secondaires pénibles pour le patient, comme la photosensibilité et les risques de sclérose veineuse. Tu sais, quand tu regardes les tatous de prison, là, imagine un traitement de gonorrhée de prison. Ça, écoute, j'ai vu des photos de ça. Ça n'a pas de sens. Tu veux pas ça. C'est pour ça que mon algorithme est tout fucké. Non, la gonorrhée, tu veux pas ça. Mais le traitement pour traiter la gonorrhée... Tu veux vraiment pas ça. Non, ça, tu veux vraiment pas ça. Mais c'est pas de leur faute, il n'y a pas de condom. Ah non, je sais bien. Tu sais, donne-nous un break, là. Ouais. Fait quoi? Les intestins de brebis, là. On reste fidèle. Hey, le malade. Hey, wow. Bref, John Dillinger et sa chaude pisse, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Passait le temps en prison à détester la société en général, mais aussi à se lier d'amitié avec les plus grands criminels de l'époque, comme Harry Pete Pierremont et Charles Mackley. Pierremont. Oui, Pierremont. Ah ouais. Pierrepont, excuse-moi, Pierrepont. Ah, c'est aussi pire. Harry Pete Pierrepont et Charles Mackley. John étudia aussi les méthodes de travail de Herman Lambs, qui est un voleur de banque prolifique. Ouais. Oui, grand braqueur de banque. Pendant ce temps, pas très fier de sa shot, le père de John tenta de réparer sa gaffe et de faire sortir son fils de prison. Il réussit. Quelle gaffe. Ouais, c'est ça. Non, plaide coupable, ça va bien aller. Oh, mais t'as eu 10 ans. Je vais faire tout ce que je peux, mon fils, bye. Oui, c'est ça. Il va réussir à le faire gracier 9 ans et demi plus tard. Wow. Il restait une demi-année. Ben, c'était de 10 à 20 ans. Ah, OK. Puis là, c'est sûr que s'il n'est pas tranquille non plus en prison. Ouais, c'est ça. Soit en mai 33, dans le creux de la Grande Dépression. Pas besoin de spécifier que les emplois étaient rares et que John Dillinger retourna au crime le plus rapidement. Avec un CV de même. Voilà. Il retourna au crime plus rapidement que la propagation de la gonorrhée dans un club med, dans un club med pour nouveaux divorcés. C'est fourette. Ah oui. Quelques semaines plus tard seulement, le 21 juin 1933, John commit son premier vol de banque à la New Carlisle, Ohio, où il mit la main sur 10 000 $. Bon, c'est un step-up. Oui, ça équivaut à 241 000 en 2024. Yeah. Un mois plus tard, il cambriola une seconde banque à Bluffton, toujours en Ohio. Il profita aussi de sa liberté pour établir un plan pour libérer ses amis de prison. John réussit à faire pénétrer des armes dans la prison. Et c'est ainsi que 8 prisonniers s'évadèrent avec succès. Wow. Avec des guns, ça va toujours bien. Ces prisonniers furent reconnus comme la première mouture du Dillinger Gang. Parce que là, c'est ça, là, on est rendu là. Ben, il faut.
Oui. Mané, il s'agissait de Pierpont, comme j'ai dit tantôt, son ami Pierpont, Clark, Maclay, Ed House, Harry Copperland et de John Ed Hamilton. Cela ne faisait que 4 jours que les hommes avaient pris la poudre d'escampette que Dillinger fut appréhendé pour ses 2 vols de banque et amené à la prison du comté de Lima. Il n'est pas très bon quand même. Mais il se fait pogner souvent. Ouais, c'est ça. Mais qu'à cela ne tienne, sa gang de chums se déguisèrent en policiers et se présenta à la prison du comté de Lima pour un supposé transfert de prisonniers. Wow! Hey, c'est tellement des affaires qui marchent plus. C'est tellement Lucky Luke, là. Ah oui, hein? Oui, bonjour. Avec une moustache, là. Ouais, c'est ça. On vient transférer avec un une fausse prisonnier. moustache qui pend, là. C'est ça. On vient transférer un prisonnier. Ah ouais, peux-tu voir vos badges? Oui, oui. Ils sont faits en carton. C'est ça, ils sont faits en carton. Le plan tourna au vinaigre lorsque le shérif demanda les pièces d'identité au bandit. Ben, voilà. Il n'avait pas pensé à ça. Non. Le pauvre homme fut tiré au revolver et la bande réussit à libérer John. Quand même. Quand même. Ce qui fut connu comme le Dillinger Gang commis 12 vols de banque lucratifs entre septembre 1933 et juillet 1934. Très organisés et méticuleux, ils développèrent des méthodes sophistiquées pour l'époque. Des armes dangereuses, portant même des vestes par balles. Ah ouais. Oui, c'était the new shit. OK. Ils avaient aussi des rôles prédéterminés. Aujourd'hui, c'est comme normal, on voit ça dans tous les films. Ouais, c'est ça. Mais il y avait vraiment des rôles comme le guet, il y avait quelqu'un qui faisait le guet, le chauffeur, le lobbyman et le vaultman. OK. Les trajets en voiture pour la fuite étaient soigneusement réfléchis en utilisant des voitures puissantes et rapides, mais aussi des voitures de rechange pour confondre les recherches et même des trousses de premiers soins complètes pour traiter les blessures. Ah, c'est bon. Tabarouette, ils sont organisés. Ils sont hyper organisés. Un des vols les plus payants fut la Central National Bank Entrusco en Indiana, qui rapporta 75 000 à l'époque. Wow. C'est vraiment beaucoup. La bande cambriola même des postes de police pour voler des armes, des munitions puissantes. Les vols étaient tout de même violents. Ils tueront 10 personnes et en blesseront 7 autres, en plus de blesser 2 gardes lors des évasions de prison. Puis ça, c'est en plus de l'homme tué tantôt que je t'ai parlé, le shérif, quand ils ont fait l'évasion de John. Dillinger aimait l'attention et la gloire que ses crimes lui rapportaient. La presse le comparait à un Robin des Bois en pleine dépression financière et exagérait sa bravoure et sa personnalité. Ah ben là, c'est sûr. Et les petites madames devaient capoter. En octobre 1933, John rencontra Evelyn Bailey Fréchette et s'ensuit une romance peu banale dont le crime. Ah, c'est fini avec Obvious? Oui, c'est ça, première femme. Ça, c'est quand là, il a ça essayé fait de... 10 ans de prison, plus, ouais, j'avoue que... Elle a passé à d'autres choses. Elle a trouvé un autre homme qu'elle allait boire puis fumer pendant qu'elle s'occupait des enfants. Oui, est-elle obvious? Ouais, pauvre c'est ça. est-elle. Est-elle. Donc, Est-elle en peine d'amour? Est-elle en peine d'amour? Non. Parce que oui. C'est fini maintenant. Alors, c'est Bailey Fréchette qui va être sa nouvelle compagne dans le crime et dans la vie et dans le lit et puis tout. Wow. Comme toi. Johnny Billy. Comme toi puis moi. Ouais. Deux partners in crime. Il a dit Billy, je te veux dans ma vie. Oh! Ouais, mets une musique. Maintenant. T'as pas les droits. T'as pas les droits. Le 25 janvier 1934, John Dillinger et sa bande furent appréhendés à Tucson, en Arizona, et amenés à la prison de Crown Point, entre autres pour le meurtre d'un policier durant leur cambriolage. Bien que la police se vantait à la presse que sa prison était l'une des plus étanches, Dillinger et 15 autres détenus réussirent à s'évader le 3 mars 1934. La police locale stipula que l'évasion avait été effectuée avec une arme véritable afin de ne pas perdre la face, mais les dossiers du FBI mentionnèrent que Dillinger aurait utilisé un faux pistolet en le sculptant dans une tablette de bois à l'âme d'une lame de rasoir. Wow! Oui. Il y en a qui parlent d'une tablette de bois, il y en a qui parlent d'un savon.
Ouais, c'est ça. Ouais, noir. C'est le genre d'affaires qu'ils font dans les prisons, tu sais. Oui, mais on dirait un film de Lucky Luke. Ouais, c'est ça. C'est capoté. Mais toutes les choses qu'on voit, clichés, proviennent, genre, ils ont inventé. C'est exactement. C'est lui qui a inventé ça. Wow. Toi, tu vas faire le guet. Toi, tu vas faire le chauffeur. On va switcher de char. On va gosser une arme dans une tablette de bois. Ben ouais. C'est capoté. Attends, il y a d'autres choses super clichés qui s'en viennent. Dillinger rejoignit rapidement Billy Fréchette, sa bien-aimée, hein, et rejoint aussi ensuite le Babyface Nielsen Gang. Oh yeah! Yeah, ça c'était le nouveau gang. Et le nouveau petit groupe continua leur vol de banque. Les tourtereaux résidaient alors à l'appartement 303 des Lincoln Court Apartments au Minnesota sous les pseudonymes de Mr. et Mrs. Carl T. Hellman. OK. Ils sont cachés. Comme la mayonnaise. Oui, exact. Ils sont cachés parce qu'ils étaient recherchés dans tout le pays. Mais le propriétaire les reconnut et les dénonça à la police, qui ordonna une surveillance étroite de la propriété. Ne voyant rien de suspect à prime abord, car tous les rideaux étaient tirés. Tu sais, les policiers sont arrivés et ont fait « Ah non, les rideaux sont fermés. » Là. Ils étaient fermés. Ils OK, ils n'ont pas pas tiré des rideaux. Non. Ah, OK. Non, les rideaux étaient fermés. Ah, OK. Les autorités, ils ont fait « Qu'est-ce qu'on fait? » Puis après un gros meeting, ils ont dit « On va cogner. » Hey boy. À l'appartement 303. Ils ont mis les meilleurs cerveaux là, sur le cas. Exactement. Ah, cognons. Cognons. Le 21 mars 1934. Billy Fréchette répondit en trouvant la porte seulement, en prétextant qu'elle n'était pas habillée. Et là, on est en 1934, là, on peut pas être habillée. Elle était pas habillée, elle avait tout sauf quelque chose pour cacher ses chevilles. Exactement. Elle avait pas son 3e jupon. Ouais, c'est ça. Wow, j'ai dit wow. Attendez, je peux pas ouvrir la porte. Es-tu une Marie, couche-toi là? Non, je suis Billy. Billy Fréchette. Les policiers lui dirent « OK, c'est bon, on va attendre. » Non, sérieux? Il aurait dû amener les grands cerveaux sur le bord de la porte, réfléchir instantanément. Je pense que ça allait pas bien. Les autres membres du clan arrivèrent alors et une fusillade violente s'ensuivit pendant que les policiers attendaient que Billy s'habille. Les autres en dehors de l'appartement, il y avait d'autres criminels, et Dillinger tirant à travers la porte de l'appartement. Ah ouais? Oui, donc John, touché par la balle au mollet gauche, prit la fuite par la porte arrière avec Billy. Dillinger trouva un médecin véreux pour le soigner, le docteur Clayton E. May. Dr. May possédait un appartement avec des lits pour soigner des patients en cavale. Ouais. Ouais, donc il va le soigner pendant... C'est une belle business. Hein? Oui, tout à fait. Ouais. Puis ça, encore là, on voit ça dans les films, genre, moi, je connais un médecin qui pose pas de questions. Ah oui, c'est ça. Mais je pense que c'est vrai, là. Je pense que oui. Tu sais, tu dois connaître un vétérinaire. Ben, c'est ça, c'est souvent des vets, c'est ça. parce qu'ils sont pas croches, les vets. C'est juste qu'ils ont toutes les connaissances. C'est ça, tu sais, t'as les connaissances, t'as le matériel, des fois, t'as les locaux, là. Fait tu sais, t'es ouvert juste de 8 à 5 du lundi au vendredi. Voilà. C'est quand que les criminels, ils font leurs affaires. Pas de 8 à 5 du lundi au vendredi. Non, souvent, c'est non. C'est ça. Fait qu'au moins, tu peux ouvrir les fins de semaine. Voilà. Dillinger promit à Dr. May 500 $ pour ses bons services, mais il ne le paya jamais. Oh. Ouais. Ça, c'est pas bon, ça. Non. Après ces péripéties, Dillinger et sa femme Billy se rendirent à Morrisville pour rendre visite à sa famille, dont John Père et son demi-frère Hubert. Travailles-tu toujours à l'église? Je ne sais pas s'il est encore diacre. Non. Peut-être qu'il était fâché. Ah, peut-être. Peut-être qu'ils l'ont mis dehors. Ton fils est un criminel. Oui, effectivement, c'est une possibilité. Tu sais, la grande ouverture d'esprit de l'Église. Hein? Voilà. Tu as essayé de sauver ton fils, c'est un criminel. Tu n'as même plus le droit de faire le ménage de l'Église. Ça suffit. Arrête de remplir l'eau bénite. Voilà. Donc, ils ont passé du bon temps à Morrisville, tout en continuant de planifier des vols avec des membres de son clan qui sont venus le rejoindre. À ce moment, il continue à être recherché par les autorités. Hein. Je te rappelle qu'il vient de se sauver d'un appartement en shootant les policiers à travers la porte. C'est ça. Comme ça, on ne se rappelait plus. Là. Oui, c'est ça. C'est comme, il est encore surveillé, il est encore recherché. Ouais, Ils savent tout va bien. Lui, c'est ça. Magazine pour Noël. Et les autorités, en fait, le surveillaient. Et surveillaient ses faits et gestes jusqu'à surveiller des pique-niques en famille. Alors, on imagine, les policiers avec une moustache en arrière d'un arbre. C'est genre 3 gros policiers avec une moustache sur
une autre couverture plus loin, là, non, avec leur comme... petit panier. Non, comme dans une barque. Ah ouais? Il y en a un avec un parapluie, là, fleuri, là, qui joue comme le rôle de la jeune fille. Ils sont 2 policiers à moustache dans une barque romantique. Ouais, c'est ça. Puis ils checkent le pique-nique. Puis ils se promènent, là. Il y en a un qui est déguisé en femme avec une poussette, là. Oui, puis qui échappe son mouchoir. Noire, oui, qui échappe son mouchoir, là. Oh, mon Dieu, mon mouchoir. Merci, monsieur John. Ah, comment ça, tu sais mon nom? Oups! Le 9 avril 1934, Dellinger avait un rendez-vous dans une taverne, mais il sentait la soupe chaude. Sais-tu qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un gazpacho. Non! Il a envoyé Billy en éclaireuse. Ah, c'est chiant. C'est chiant, hein? Elle va se faire pogner. Ben oui, elle se fit immédiatement arrêter et c'est la dernière fois qu'il vit sa bien-aimée. Ah non. Il était un peu niaiseux. Parce qu'il était en maudit ou parce qu'elle a fait de la prison à vie? Non, parce qu'il ne pouvait plus la voir après ça, parce qu'elle allait être arrêtée, elle a été interrogée, puis honnêtement, son histoire a fini pas longtemps après. Elle, OK. Fait que c'est la dernière fois qu'il la vit. En attendant dans sa voiture à l'extérieur, Dellinger quitta les lieux quand il comprit qu'il était cuit. Billy refusa toujours de révéler des informations qui permettraient d'arrêter Dellinger, mais, parce qu'elle est très marketing, elle a écrit ses mémoires plus tard au cours de sa vie et vendit son témoignage à quelques journaux. Ça fallait que ça serve à quelque chose, au moins. À un moment donné, c'est ça. T'sais, avec des super livres comme I slept with a criminal. C'est comme Britney Spears. Ouais, c'est ça, hein? Daddy, I'm in love with a criminal. Dellinger devient très fataliste après l'arrestation de Billy. Parce qu'honnêtement, il n'a pas fait exprès. Là. Y a-tu quand même gardé une place au show dans ses feelings? OK. C'est beau. Elle s'appelle Billy. On va revenir. C'est beau, j'arrête. Les autres membres du groupe parlaient de l'affaire évadée, hein, parce qu'ils sont capables. Ouais, ils ont juste à se déguiser en policier. Voilà. C'est facile. Ils ont encore Easy, ouais, ils ont encore. les déguisements des boîtes. Ça sent un beau la mythe. C'est ça. Mais Dellinger était complètement découragé par la situation. C'est comme s'il était un peu en dépression. Dellinger passa quelque temps à Chicago, relativement anonyme, sous le pseudo de Jamie Lawrence, mais les autorités localisèrent sa voiture et continuèrent à le traquer sans relâche. Et pourquoi il l'arrête juste pas? C'est une excellente question. C'est pas comme s'il y avait rien. Tu sais, des fois, tu suis quelqu'un parce que... Je sais pas. Puis surtout maintenant, là, ça prend tellement de paperasse, puis de preuves, puis de ci, tu sais, puis il faut que tu l'arrêtes dans une condition idéale qui n'est pas contre la loi, là, mais dans le temps, là, tu rentres, tu le tabasses, tu le mets en prison, puis... Oui, mais là, je te dis qu'il traquait, mais il était peut-être tout le temps un pas en arrière. Okay, ouais, ça veut pas dire qu'il est à côté, puis il arrive peut-être tout le temps après qu'il soit parti. Ouais. C'est alors que Dellinger décida d'opter pour une solution radicale. Et moi, c'est ce qui m'a séduit dans ce cas-là. Ouais. La chirurgie esthétique. Ah, ouais. Un autre grand classique. Je te rappelle qu'on est en 1934. Ouais, ça doit être assez rough. T'es pas prête. Et pourquoi pas une prothèse, genre? Ça serait comme moins pire que de la chirurgie. Non, de la chirurgie. Mais là, tu vas voir, il y a plusieurs choses. C'est alors que le docteur, je ne sais pas comment ça se prononce, L-O-E-S-E-R, pas loser, là, c'est loser. L-O-E. L-O-E-S-E-R. Ouais, loser. Loser. Ouais. C'est alors que le docteur Loser entra en jeu. Dr. Loser pratiquait depuis 27 ans à Chicago et il y a eu des petits problèmes avec la justice en ce qui concerne le Harrison Narcotic Act, avec les narcotiques. Ah ouais? Oui. Il en prenait trop. Je ne sais pas s'il en prenait ou il en donnait, mais il y a eu une sentence de 3 ans. Il venait tout juste de se sortir de ce pétrin. Dr. Loser était un genre de pionnier dans la chirurgie esthétique. Il avait performé de la chirurgie esthétique sur son propre visage. Ah ouais? Oui, en utilisant un procédé. Oui, c'est ça. Et aussi utiliser un procédé sur ses propres mains avec de hydroxyde de sodium pour se débarrasser de ses propres empreintes digitales. Ah ben oui, c'est pratique. Oui, voilà, comme dans les films, tu fais ouais, c'est ça. Et là, t'appuies dans tu fais une grimace. Tu fais ça doit-tu faire mal? Mais hein. En plus, tout ce qu'ils ont pour comme pas sentir la douleur, c'est une bouteille de whisky. Mais là, c'est parce que le problème quand t'as plus d'empreintes digitales, c'est que t'es coupable de tout. Là.
Parce que là, ils font comme une enquête, ils font comme on n'a trouvé aucune empreinte. Ah, ben ça va être le gars qui n'a pas d'empreinte. Non! On peut pas faire ça. Mais non. Non? Ouais, je pense Moi, j'aurais fait ça. Tu fais un précédent, comme ça, après ça passe plus. Non, je pense pas que ça fonctionne. L'absence d'empreinte. En tout cas, petit truc, police. Faites ça une fois, puis après ça, il n'y a plus personne qui va s'effacer les empreintes. Vous l'aurez appris à Crime Tonic. Ils vont tous laisser leurs empreintes. C'est gratuit. Nicolas donne des conseils juridiques gratuits tout le temps, En fait, le best, ça serait de pas les effacer, ça serait de mettre les empreintes de quelqu'un d'autre. Ah oui! Comme ça, tu pourrais changer tes empreintes. Ben, c'est ça, en fait, c'est que tu peux les modifier aussi. Ouais. Ben, théoriquement, t'as pas... Ouais, mais ils deviennent quand même tes empreintes. Ouais, c'est ça. C'est comme si t'as une cicatrice, tu sais. C'est vrai. Faut que tu les modifies comme tous les jeudis. Tous les jours, ouais. Tous les jeudis. Tous les jeudis, tu modifies tes empreintes. Dellinger demanda au Dr. Lawson de procéder avec une anesthésie générale afin de performer plusieurs altérations faciales. Ablation de grains de beauté faciale distinctifs. Mm-hmm. Parce que comme ça, on ne le reconnaîtra plus. Tu sais, mettons, toi, tu as un grain de beauté. Ils ont changé de place. Tu sais, tu l'enlèves, ton grain de beauté, ça ajoute. Moi, je ne sais pas t'es qui. Là. Non, c'est ça. Tu rentres, puis je crie. Ouais. Fait comme sors de chez nous, malfrat. Quand ils te mettent, là, c'est ça, sur le mur, là, avec 4-5 autres criminels. Là. Voilà. Puis là, faire non, je le reconnais pas. Non, il n'y a pas de grain de beauté. Celui que j'ai vu était exactement comme lui, mais il avait un grain de beauté. Oui, donc c'est pas lui. Au lieu de sa cicatrice. Voilà. À cette place-là. Non, mais on parle aussi de combler un creux dans l'angle de son nez, la modification de cicatrices faciales, l'ablation de fossettes et un remodelage complet de la mâchoire. Ouais. Là, faut que tu le changes assez, tu sais, c'est ça. C'est que c'est pas comme aujourd'hui où tu sais comment les algorithmes ils regardent ta photo pour t'identifier. Tu sais, il devait pas avoir vraiment de photos. Ah ben là, il est en prison, il y a des photos de lui. Oui, il y a des photos de lui, mais c'est justement. C'est qu'il voulait comme s'il se faisait arrêter par les policiers qu'il fasse comme. Parce que quand tu as juste des dessins, des portraits robots pour identifier quelqu'un, même si tu te changes un peu l'angle de ton nez, ils vont juste faire comme le gars de dessin, il a dessiné quelque chose puis il s'est trompé. Ben oui, parce qu'en plus, le dessin, il est fait selon des souvenirs. Ouais, c'est ça. Non. Mais là, j'avoue qu'il est allé en prison une couple de fois d'avoir des photos. Là. Tout à fait. Oui, il y a des photos, j'en ai vu. Là. Ouais. Il y a des photos très, très, très claires. Donc, il fallait vraiment qu'il modifie beaucoup son visage. L'opération se déroula à la fin mai 1934 et ce ne fut pas de tout repos. Dellinger arrêta de respirer dû à la trop grande quantité d'éther administré. Wow. Il a dit « knock-moi ». Le docteur il a fait « watch me ». On le réanima en lui administrant un bon coup de coude dans les côtes. Wow! Et par précaution, on va compléter la chirurgie avec une anesthésie locale seulement. Fait que tu te fais opérer d'en face. C'est bien le fun. Avec tes jeux gelés d'en face. La tête dans un étau pour pas bouger. Ça n'a pas de sens. Il faut vraiment vouloir continuer à faire des vols. Ben rendu là. Dellinger subira d'autres modifications faciales une semaine plus tard, en plus de faire effacer ses empreintes digitales. En tout, le docteur Lawson va passer 3 nuits à opérer Dellinger et son acolyte, Homer Van Meter, à tour de rôle. Fait que ça va être 3 nuits qu'il va faire une opération sur un, sur l'autre. Je gaze un, je l'opère, je gaze l'autre, je l'opère. Oui. On dit que Dellinger était très insatisfait des résultats et de ses opérations chirurgicales et qu'il en voulait profondément à Dr. Lawson. Il y a encore plein de monde aujourd'hui qui sont insatisfaits. Imagine en 1930. Voilà. Ça ressemble pas à la photo, tu sais, quand tu fais un tatou, là, puis ça ressemble pas en tout. Exactement. Ça devait être assez décevant. Mais surtout au début, là. Il a dit, tu vas ressembler à Humphrey Bogart, puis après ça, il ressemble pas à ça pantoute. C'est exact. Oui, il devait être déçu. Dellinger aimait beaucoup les femmes, c'est qu'il causait des frictions avec son acolyte Homer Van Meter. Ils habitaient ensemble, ils planifiaient des vols et Van Meter était convaincu que l'une des copines de Dellinger allait finir par les dénoncer. Dellinger s'est mis en couple avec une certaine Rita Polly Hamilton qui ressemblait étrangement à sa copine Billy. Ah oui? Ouais. Elle ressemblait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Rita Polly Hamilton était prostituée au Anna's Bordel, le bordel tenu par Anna Sage. Anna était une immigrante de la Roumanie, donc la madame. Là. Anna était une immigrante de la Roumanie menacée d'expulsion aux États-Unis pour mœurs légères. Naturellement, elle est propriétaire d'un bordel. Ouais, là, ça se peut. Dellinger venait souvent passer du temps avec sa copine Polly au bordel d'Anna. Et Anna, que l'on connaissait aussi sous le pseudonyme de Roman
The Woman in Red, contacta les autorités parce qu'elle savait que Dillinger était activement recherché et elle a échangé des informations sur Dillinger contre un arrêt des procédures concernant sa déportation. Ben oui, tout à fait. Bon move. Oui, c'est ça, là. Il faut penser à soi. C'est ça qu'elle a fait, Anna. Les autorités acquiescèrent à ses demandes. Ils ont comme fait un deal. Et c'est ainsi qu'elle révéla qu'elle devait sortir au cinéma avec Dillinger et Polly, sa copine, le lendemain. Parce qu'il faut que maman les accompagne, c'est ça? Ben, je sais pas, il y allait les trois, là. Ça passe bizarre, mais... Ben, écoute, c'est un bordel, là. Peut-être qu'il y avait beaucoup de plaisir les trois ensemble. Ah, peut-être. On est qui pour juger? Menu, là. C'est les années... Tant mieux pour eux autres. Exactement. Il fut convenu qu'elle porterait une robe orange afin d'être facilement identifiée. Fait que The Woman in Red a dit « Je vais toutes vous confondre. Ouais. Là, je vais être en orange. » C'est ça. Il ne saura pas. Ouais. Voilà. C'est Yellow Red. Oui, Yellow Red. La fusillade du Biograph Theatre eut lieu le lendemain, la fusillade que je t'ai parlé en début de cas. C'est ça, quand ils sont allés au cinéma. Voilà, grâce aux informations fournies par The Woman in Red in Orange, finally. Conformément à l'entente, celle-ci fut acquittée de toutes les charges qui pesaient contre elle. Ah, OK, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ils n'ont pas été croches. Non. Non. Sûrement que la moitié des policiers, c'était des clients anyway. Là, ils ont comme vraiment tué Dillinger. Là. Fait que je pense que déporter Anna en Roumanie était loin dans leur priorité. Là. Ben, c'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, c'est un moindre mal. Là, je veux dire. Si c'est pas elle, ça va être quelqu'un d'autre. Là. Ouais, il y a l'expression en anglais, là, The Devil You Know. Là, oui. C'est aussi bien d'avoir une fille qui fait un bordel qui en doit une aux policiers parce qu'ils ont arrêté de faire des procédures puis qui la laissent rouler. Qu'avoir plein d'autres personnes que tu connais pas qui font ça anyway. Oui, mais c'est quand même particulier, là, à leur bordel qui est supposé être interdit. Mais on s'entend que tout le monde est achetable dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Puis ils font comme, non, on ne te déportera pas, mais qui c'est qui dit qu'ils vont pas faire... Ben, c'est ça, il devait avoir quand une le chef entente. de police va changer, il va faire comme fuck that. Ouais, il devait quand même avoir une entente pour pas fermer son bordel non plus. Ouais. Anyway. Ce fut la fin de Dillinger, qui resta tout de même une légende dans l'esprit collectif. Comme je t'ai dit, il fut connu comme la raison pour laquelle le FBI fut fondé. En effet, les crimes de Dillinger et sa bande justifièrent de fonder une entité plus puissante que le FBI, plus puissante que les instances excuse-moi. Les instances policières locales. Oui, exactement, que les instances policières locales. Et donc, le FBI fut fondé afin de aussi perfectionner les méthodes d'enquête. Oui, ben oui. Puis après ça, tu peux former tes policiers aussi. Exactement. Parce qu'on s'entend, là, c'est un peu comme ici, là, avant, je pense qu'il n'y avait pas nécessairement de technique policière. Là. Tu faisais plus que 6 pieds puis 220 livres. Tu penses? Puis tu étais capable de tabasser quelqu'un et t'engager dans la police. Il y a toujours eu l'école de police. Là. Ouais? Ben, t'envoyais là-bas 6 semaines, tu ressortais. Là. Je sais pas. Mais après moi, il y avait l'école de police. Parce qu'avant, ils prenaient le monde qui n'avait pas peur. Oui, je sais pas. Ils les formaient, là, mais... Oui, c'est ça. Vraiment. Ben là, c'est sûr qu'il est dans le temps des colons. Ouais, non, mais je parle, dans le temps de la prohibition. Là. Ah ouais. Oui, ça devait pas être une école avec des méthodes d'enquête. Là, non, c'est ça. Là, oui. Oui, si tu veux monter puis devenir chef ou enquêteur, là, c'était du monde de carrière, mais le policier en uniforme. Là, Oui, vraiment l'homme de loi. Ben, je sais pas. C'est un peu comme des gardiens de sécurité. Là. Oui. Je sais pas. Moi, dans ma tête, l'école de police fut fondée il y a très, très longtemps. Oui, on va se faire écrire par des policiers qui disent non, peut-être. Ça a été fondé en 1748. Ouais, je dis pas ça avec malice, là. Hein? Je dis pas ça avec malice. Avec malice, OK. Non, je sais. En tout, on pense pouvoir associer à Dillinger 24 braquages de banque et 4 stations de police. Quand même. Ainsi que plusieurs évasions. Stations de police, pourquoi? Pour faire libérer du monde? Ou... Oui, exactement. Oui, okay. Oui, des braquages de banque pour l'argent et des braquages de stations de police pour libérer soit lui, soit ses acolytes. OK. Ouais. Je pensais pour les armes aussi ou quelque chose. Oui, les armes aussi. Non, ils l'ont dit tantôt, les armes aussi, ouais. Mais ils l'ont dit. Ils l'ont dit, tu l'as dit. Ils l'ont dit, il m'a rappelé. Ils l'ont dit, t'écoutais pas. Comme j'ai dit, à l'aide d'un revolver sculpté dans un savon noir même. Oui, c'était ça, hein, ouais. Plusieurs livres et romans et films virent le jour
concernant John Dillinger, dont l'un des plus récents en 2009, Public Enemies, avec Johnny Depp dans le rôle de Dillinger. Ah ben. Je ne sais plus qui tenait le rôle de Purvis. Purvis. Je sais pas. Purvis. Je ne sais pas comment on prononce. Purvis, ça a l'air... Purvis, ça a l'air. Mais il me semble que c'était quelqu'un de connu. Dites-nous-le dans les commentaires, c'était qui l'agent qui poursuivait Johnny Depp, à part son ex-femme, qui l'a eu en 2009, qui poursuivait Johnny Depp. Exact. Dans le film. Dans le film, c'est ça. Pas dans la vraie vie. Pas dans la vraie vie, pauvre Johnny. Ouais. Pauvre Heather, puis tout. C'était quand même... C'était quand même intéressant, ça. Oui! Je sais pas s'il faudrait faire un cas sur l'affaire de Johnny. Mais ton cas, oui, était très intéressant. Merci. J'étais toute contente. C'est super. Moi, écoute, j'ai aimé full. Johnny Heather? Ouais. Ben oui, écoute, sauf qu'en même temps, il faut faire attention parce qu'on dirait que je le sais pas. Ouais, non, c'est ça. Parce qu'elle a l'air... j'ai vu plein de vidéos qui disent qu'elle elle avait des grosses larmes de crocodile. Ben c'est ça, c'est sans faire de quoi sur ce qui est arrivé, ou tu sais, juste le procès, il paraît que c'était quand même comique, là. Oui, c'est ça. Lui, il avait l'air complètement à bout, puis elle avait l'air... je vais pas dire manipulée. C'est comme s'il n'y avait pas de case, tu sais. C'est comme s'il n'y avait pas vraiment de cas, mais en même temps, tu sais, c'est... Mais il y a de la violence conjugale, ben c'est ça, tu sais. Fait que je savais comme pas comment prendre ça, tu sais. Ouais. C'est pas parce que c'est des gens qui gagnent des millions que la violence conjugale n'est pas importante, mais c'est que je sais pas de quel bord elle allait. Ouais, exact, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui disait qu'elle était assez agressive. Ouais, puis t'as autant lui que elle, tu sais. Puis j'arrête pas de me dire, d'un coup que moi, je trouve qu'elle a l'air de mentir, puis que finalement, elle a vécu vraiment de la violence. C'est pas drôle, là. Mais c'est pas impossible non plus que ce soit les deux, là. D'habitude, ça arrive souvent, c'est des plaintes croisées. Là. Ben, c'est ça, tu sais, quand tu peux avoir un comportement abusif d'un côté puis un comportement abusif de l'autre, là, oui. Je veux dire. Oui, tout à fait. C'est pas impossible, là. C'est juste deux personnes qui ne devraient pas comme être avec personne d'autre. Exactement. Ben là, on a bifurqué, là. Il jouait Dillinger, mais c'était pas Dillinger. Non. Ça suffit, le Johnny Depp. C'était pire Dillinger, je sais pas. Oui, ben il doit tuer du monde. Ben oui, il a tué plein de monde. Non, c'est ça. Ben oui, c'est pire. C'est un procès pour... Je t'ai pitché mon vase Swarovski, la tête, oh là là. T'as gaspillé mon maquillage à 10 000 $. Non, ça pouvait être grave aussi. On va se faire chicaner. Alors, on vous remercie de nous avoir suivis dans nos péripéties. Ouais. On vous laisse sur le mot de la fin. Si vous faites le mal, faites-le bien. Ciao! Ciao!